êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau et sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag Kiosque. On commence. Voici le sommaire. A-t-il apaisé la colère des Français? Après un mois de crise sociale et politique, le président a fait son mea culpa et proposé des mesures concrètes pour le pouvoir d'achat. Emmanuel Macron est-il entendu alors qu'il cristallise la haine des Gilets jaunes? Encore une semaine compliquée sur le front du Brexit, en témoignent les malheurs de la première ministre britannique Theresa May et le casse-tête au Parlement. Réunis en sommet, les Européens semblent agacés. Le Brexit aura-t-il lieu? Et quel Brexit? Le pacte sur l'immigration déchaîne les passions jusqu'à avoir fait voler en éclats le gouvernement belge. Peut-on parler de réaction hystérique sur fond d'intox? Pourquoi plusieurs pays se sont retirés? Le texte non contraignant est-il instrumentalisé? L'hebdomadaire américain Time Magazine désigne des journalistes personnalités de l'année, parmi lesquels le saoudien Jamal Khashoggi. Quel est le choix de personnalité 2018 de nos kiosqueurs? Réponse en fin d'émission. Et nos kiosqueurs du jour, qui sont-ils? Les voici. Elisabeth Roudinesco, historienne de la psychanalyse, en plus de vos activités d'enseignante, vous collaborez avec le quotidien français Le Monde. Vous intervenez régulièrement dans l'émission L'Esprit public sur France Culture. John Henley, journaliste au quotidien britannique The Guardian, en charge des questions européennes. Vous êtes de retour à Paris, où vous avez été en poste pendant 10 ans, jusqu'en 2007. Richard Verly, correspondant à Paris pour Le Temps, le quotidien suisse partenaire de Kiosque. Auparavant en poste à Bruxelles et en Asie, vous dirigez également la collection L'âme des peuples aux éditions Nevikata. Enfin, Mathieu Bocoté, sociologue, enseignant et essayiste, tout droit venu du Québec, intervenant régulier à Radio-Canada, chroniqueur au Journal de Montréal. En France, vous collaborez au Figaro Vox, à Valeurs Actuelles et au Point. Je signale votre dernier ouvrage, Le Nouveau Régime, essai sur les enjeux démocratiques actuels aux éditions Boréal. Et puis, nous retrouverons tout à l'heure Pierre Marlet, journaliste à la télévision belge, la RTBF, depuis Bruxelles. Merci à vous quatre d'être déjà ici en plateau pour nous livrer pour faire un tour de l'actualité et nous livrer votre analyse. Je veux décréter aujourd'hui l'état d'urgence économique et sociale. Emmanuel Macron était très attendu pour son allocution de 13 minutes lundi soir. Des promesses pour requinquer le pouvoir d'achat des Français et revivifier le dialogue démocratique. Et un mea culpa qui semblait indispensable pour sortir du malaise entre le gouvernement et les Français. Sans doute n'avons-nous pas su depuis 1 an et demi y apporter une réponse suffisamment rapide et forte. Je prends ma part de cette responsabilité. Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. Je veux ce soir être très clair avec vous. Si je me suis battu pour bousculer le système politique en place, les habitudes, les hypocrisies, c'est précisément parce que je crois plus que tout dans notre pays et que je l'aime. Elisabeth, convaincant le président, votre président, dans cette allocution? Je trouve qu'il a été bon. Que ce soit suffisant ou pas, on verra. En tout cas, il y a un geste qui montre qu'il a entendu. Qu'il a entendu bien au-delà de tout ce qu'on a écouté comme bêtises. Je vous rappelle quand même que le ministre de l'Intérieur avait dit qu'il s'agissait d'un complot fasciste digne de 1934, ce qui était une erreur monumentale. Donc il a entendu en tout cas quelque chose de l'ordre de la misère sociale. Convaincant, John? On voit qu'il a fait du théâtre, hein, je pense, mais au-delà de ça, alors, oui, il est bon acteur. Au-delà de ça, il va falloir voir, comme dit Elisabeth, si oui ou non ces propositions sont acceptables. Et c'est ce qu'on attend de voir samedi, puisqu'on a l'acte 5 de cette mobilisation des Gilets jaunes. Est-ce que vous l'avez trouvé convaincant? Est-ce que sur le fond, ce qu'il a dit permet d'apaiser une certaine colère? Je crois que sur le fond des choses, il ne pouvait pas être à la hauteur des circonstances, parce que les circonstances sont tellement larges, débordantes pour le dire ainsi, mais dans le rôle qui était le sien, il a fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire davantage qu'un discours. Il ne pouvait pas répondre au fondement de la crise. La crise est profonde, va demeurer. Les gens n'iraient plus manifester demain que ce qui a poussé les gens dans la rue, et ce sera encore agissant. Mais cela dit, il a su trouver, je crois, des mots de circonstance pour calmer la donne pour l'instant. Ça, je crois que c'était une réussite relative. Richard, est-ce qu'il a calmé la donne, vous pensez? À sa décharge, il a en face de lui un mouvement hétéroclite. Comment répondre à toutes ces demandes? Il a misé sur le pouvoir d'achat. Est-ce que c'est suffisant?
Calmer la donne, à long terme, je ne le pense pas. Je pense que la colère reste là. Il joue effectivement dans une période de calendrier, arrive Noël. Entre-temps, il y a eu l'attentat de Strasbourg. Donc on peut imaginer que l'addition de tout cela va apaiser temporairement la situation. Moi, ce qui m'a frappé dans cette intervention, qui a duré, je crois, 13-14 minutes, oui, c'est qu'il y avait deux moments. Il y a eu le moment social, le moment j'ai entendu, voici ce que je peux vous donner. Et là, je trouve qu'il a été convaincant, il a été clair sur les mesures, des mesures que, par ailleurs, il semble le gouvernement a de la peine à accoucher en ce moment. Et il y a eu les 7 autres minutes où il a reparlé de son grand projet politique, de reconstruire une nouvelle offre politique. Là, franchement, je l'ai trouvé filandreux, pas très clair, et annoncer qu'il va aller à la rencontre des maires de France, sachant que bien souvent les gilets jaunes ne le laissent pas sortir de sa voiture quand il va en province, j'ai vraiment des doutes. Donc j'émettrai de vrais doutes sur la deuxième partie de son intervention. Alors sur le pouvoir d'achat, on va y revenir, mais en effet, il y a cette demande des gilets jaunes et des Français peut-être plus largement de rebattre un peu le jeu. Est-ce que sur cette offre démocratique, il a été convaincant? Ça, c'est l'autre aspect, en effet. Est-ce que là-dessus, il propose un vrai projet démocratique? Est-ce qu'il entend cette nécessité, cette envie de changement? Écoutez, c'est difficile parce qu'il faisait une politique contraire et que d'autre part, il y a ce pacte européen. C'est au niveau de l'Europe qu'il faut changer la politique. Il faut une Europe plus sociale. Si on ne l'entend pas, on aura tous les populismes, toutes les émeutes, et ça ne va. Donc il n'est pas non plus totalement maître du jeu. Et comme il s'était mis en avant justement pour faire une nouvelle Europe, et que Angela Merkel est affaiblie, on est dans une situation de très grande turbulence. Je pense qu'il est sincère, hein, c'est clair. Mais maintenant, quels sont les moyens qu'il peut mettre en œuvre? Je suis assez d'accord, mais je pense qu'il y a un problème spécifiquement français dans tout ça, c'est le rôle du président et des institutions. Puisqu'il y a le rôle du président, le statut du président incarne tellement de pouvoir en France. Donc les gens, d'abord, les manifestants, ils sont d'abord tentés de tout lui reprocher, de dire que tout est de sa faute, alors que c'est manifestement pas le cas, mais aussi ils attendent de lui qu'il fasse des choses dont il n'est pas capable. Donc c'est un casse-tête. Je crois que le peuple français, pour le dire de l'extérieur, est à la fois monarchiste et régicide. C'est-à-dire, il aime passionnément son président qu'il veut voir comme un roi, et ensuite, lorsque ça ne va pas, il veut lui couper la tête. Et cette espèce de tentation, donc il est au cœur de la vie politique. Le président de la République en France, on regarde ça à la grandeur des pays occidentaux, dispose d'un pouvoir symbolique et politique immense qu'on ne trouve pas ailleurs. Cela dit, là où il y a une situation, et ça remonte contre Macron, c'est qu'il s'est fait élire dans des circonstances très particulières, mais les tendances lourdes du pays n'étaient pas celles qu'il endosse idéologiquement. La France, en ce moment, n'est pas sur le mode de l'europhilie particulièrement enthousiaste. Elle marque le signe de certaines inquiétudes identitaires, d'une insécurité culturelle, une demande, on pourrait dire, de continuité historique. Et on est devant un président qui a voulu renverser le mouvement. Mais c'est difficile de renverser la tendance lourde qui se manifestait depuis plusieurs années déjà. Elisabeth, vous voulez revenir là-dessus et Richard ensuite? Qu'on soit un pays à la fois régicide et désireux d'avoir un roi, c'est évident. D'ailleurs, j'ai remarqué que dans le discours, les Gilets jaunes disaient qu'il doit s'adresser à son peuple. Il y a une haine d'Emmanuel Macron en ce moment qui est très inhabituelle, même parce qu'on avait déjà vu qu'il y avait un désamour entre Nicolas Sarkozy et les Français, François Hollande et les Français. Est-ce que là on est au-delà, Richard? Alors, il y a deux choses, je crois. D'abord, il y a une hystérisation générale du climat politique en France. Ça dépasse Emmanuel Macron. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a une volonté sourde de déboulonner tout le monde. On appelle ça le dégagisme qui en ce moment sévit très fort. Et puis lui a réussi cette prouesse dramatique, si l'on peut dire, en 1 an et demi, de passer du rôle d'icône positive à figure de détestation pour une grande partie de la population. Dans son intervention, tout de même 2 surprises. Premièrement, il y avait une perche qu'il aurait pu saisir, c'est celle du référendum d'initiative citoyenne, l'appel de tous les gilets jaunes à plus de démocratie directe. Pas un mot là-dessus. Je pense que c'est une erreur. Deuxième surprise, il continue d'être dans le registre du jeu. Ma légitimité vient de vous, je fais, je vais faire, etc. Il personnalise. Voilà. Or, quand vous restez dans ce face-à-face avec une partie de la population qui ne veut plus entendre parler de vous, parce que c'est quand même un peu ça, moi je dis là il y a danger, est-ce qu'il n'a pas besoin quand même de trianguler un peu comme on dit, c'est-à-dire de trouver quelqu'un pour venir l'aider dans ce face-à-face. Mathieu. Je note qu'il a néanmoins compris que la crise n'est pas qu'une crise du pouvoir d'achat, n'est pas qu'une crise économique. Quand il dit dans son discours
notre identité profonde, la laïcité bafouée, la question de l'immigration. Il envoie comme signal que la crise, il en est bien conscient, n'est pas qu'une crise économique, autrement dit qu'elle réfère une certaine manière d'être français. Ça concerne des catégories, pour reprendre les mots de Guy Louis, de la France périphérique, des catégories matériellement, mais aussi symboliquement déclassées depuis longtemps, qui avaient été laissées de côté pour différentes raisons et qui témoignent de soucis, je reprends la formule, d'insécurité culturelle. Et même si ce n'est pas l'élément dominant du discours des Gilets jaunes, je crois que c'est un élément qui travaillent souterrainement leurs préoccupations. Ça ne fait pas partie des revendications. Les Gilets jaunes ne mentionnaient pas ces éléments-là. Alors, est-ce que, par ailleurs, il n'a pas essayé de noyer le poisson aussi, en amenant ces éléments-là? C'est un esprit, c'est un mouvement, si vous voulez, qui dépasse les frontières de la France largement. Je pense qu'il y a vraiment des parallèles entre... je vais l'exprimer comme ça. Je pense que si les Gilets jaunes français avaient été en Grande-Bretagne en juin 2016, il y en avait pas mal qui auraient voté pour le Brexit. C'est les mêmes phénomènes. C'est ceux qui ont les laissés pour compte, ceux qui se sont trop taxés, pas assez payés, etc., etc. Mais une chose qui me frappe dans tout ça, parce que là, je reviens en France après 12 ans d'absence. J'étais ici pendant 95, les grosses manifs contre Alain Juppé, les réformes proposées à cette époque-là. Et là, on avait quand même 2 millions de Français dans les rues. Là, on parle de 150 000 personnes, mais l'effet est tout aussi fort. Hein? Et il y a quand même un rôle. Qu'est-ce qui a changé? On a l'actualité de 24 heures sur 24, et les médias sociaux. Il y a un effet d'amplification qui est quand même extraordinaire aujourd'hui par rapport à il y a ce moment-là. Je suis absolument d'accord. Je rajouterai un détail. C'est absolument le contexte d'information est tel que ça hystérise tout en toutes circonstances et les médias sociaux en rajoutent. Cela dit, là où il y a quelque chose de neuf, c'est qu'on n'est pas devant des mouvements sociaux déjà organisés qui se mobilisent autour d'une crise attendue, d'une confrontation avec le pouvoir. On est devant des catégories sociales démobilisées, des catégories sociales souvent dépolitisées, qui n'ont pas l'habitude de la mobilisation et de l'autre côté, une forme d'insurrection insaisissable. Et je crois que c'est ce qui rend la crise intéressante intellectuellement et inquiétante politiquement. Voilà des gens que l'on croyait laissés de côté, des catégories oubliées par la mondialisation, périmées, oubliées et qui ressurgissent. Et là, on se demande qu'est-ce qui se passe. Richard. Et une grande question, c'est où sont les Macroniens? Pas une manifestation de soutien à Emmanuel Macron depuis un mois dans le pays. Or, il y a quand même des gens qui ont voté pour lui aux 2 tours, des gens qui croyaient à ce qu'il représentait. Et ça, c'est vraiment très inquiétant. C'est-à-dire que toute cette classe moyenne, disons, favorisée, pas les déclassés, les autres, qui aimaient le récit proposé par Emmanuel Macron, aujourd'hui, ils se taisent, ils ont disparu. Il est sans troupes. Pardon, oui. L'enquête du Monde est excellente pour montrer quelle est la composition des Gilets jaunes. 2 tiers sont socialistes. Parmi les, donc plutôt de gauche, les autres se répartissent dans tous les domaines. Il y a évidemment, comme toujours, les Illuminati, c'est-à-dire les autoproclamés qui croient au complot. Il y a un phénomène en effet très français, ce qu'on appelle l'émeute insurrectionnelle de la faim. C'est plutôt à 1789 qu'il faut se reporter. Il y a, oui, c'est sans aucun doute, moi ça me plaît, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, que de temps en temps la France montre son exception, c'est-à-dire régicide et révolutionnaire. Ça ne veut pas dire qu'il le soit, hein. Ça veut dire que c'est quelque chose qui existe profondément. Et puis on a vu, et c'est normal que les Macroniens et se soient pas manifestés. Il n'y a pas de Macroniens. Quand même. Plein de gens, beaucoup ont voté pour Macron. Écoutez, on ne voulait pas de Le Pen. On s'est trouvé dans une situation, il y a beaucoup de gens qui ont voté Macron. Et puis, il a des côtés sympathiques. Donc là, ce qui est apparu depuis longtemps, moi je m'en doutais. Je m'en doutais que les gens qui gagnent 1 000 € par mois ne pouvaient pas, et qui ont du travail. Ce n'est pas les chômeurs. C'est les travailleurs pauvres, comme on les appelle. Oui, les vrais travailleurs pauvres. J'étais certaine qu'un jour, ça allait se manifester sous cette forme. Alors justement, parce qu'ils ne sont pas représentés. Je rebondis sur ce que vous dites, parce que donc, les annonces d'Emmanuel Macron concernent le salaire minimum, la contribution sociale généralisée, les heures supplémentaires, un arsenal de mesures en faveur des retraités et des travailleurs à bas revenus. On a pu lire que c'était un virage à gauche, le virage à gauche qui était très attendu de la part d'Emmanuel Macron. C'est ça ou pas, Richard ? Non.
Je pense que c'est une volonté d'utiliser le portefeuille. Il a compris qu'il y a un vrai problème de pouvoir d'achat, qu'il faut donner quelque chose. Mais je ne pense que sa vision de la politique globale n'est pas du tout altérée. Il continue de croire que la France n'est pas assez attractive, que le marché du travail n'est pas assez flexible. Et au fond, Emmanuel Macron n'a pas changé de vision économique à l'occasion de cette crise. Et d'ailleurs, la question, ça reste le président des riches qui est quand même cette image qui lui colle à la peau. Alors, c'est pas la même chose. Moi, j'ai pas dit que c'était le président des riches. C'est l'image qui lui colle à la peau, mais la lecture qu'il a de la situation économique de la France, c'est qu'elle a besoin avant tout de compétitivité et que peut-être il y a des classes sociales qui n'ont pas leur place dans la mondialisation. J'ai bien peur qu'il le croient. Mathieu. Oui, mais ça, je suis absolument d'accord. C'est-à-dire, on est devant des catégories, comme je veux dire, qui sont un peu laissées de côté au sens où on les croit inadaptées à la mondialisation. Il y a un terme que j'aime utiliser pour les caractériser, elles sont indélocalisables. La mondialisation exige la mobilité maximale, la mondialisation exige une disponibilité pour le capital, le travail où il se trouve, et on oublie cette aspiration toute simple, inscrite dans le cœur humain, vous me pardonnerez la formule, qui est que la plupart des gens n'exigent ni la gloire, ni la grande fortune, mais simplement une vie décente chez eux. Ils n'ont pas envie de déménager 26 fois dans leur vie, ils n'ont pas envie de prendre un avion en toutes circonstances, et c'est une aspiration toute simple, mais cette aspiration a longtemps été méprisée parce qu'on la trouvait insuffisamment moderne, insuffisamment adaptée justement à une époque d'hybridité, une époque de grands mouvements. Et là, on se retrouve avec des gens simples qui disent « mais laissez-nous simplement, pour l'essentiel, vivre de notre travail ». Donnez-nous un environnement social qui nous permet d'élever nos enfants. Et ça, ils disent, nous ne l'avons pas. Donc, c'est une révolte toute simple en dernière instance, mais ça témoigne de l'incapacité de notre modèle social, ici et ailleurs, de répondre à ces aspirations finalement simples. On va Alors, rapidement, juste Elisabeth. rapidement. C'est pas notre modèle social qui peut pas en rendre compte. C'est la transformation du modèle social qui ne leur convient pas avec l'idée qu'ils perdent un certain nombre d'avantages. C'est pas faux. Je voulais dire le modèle socio-économique dans lequel on évolue aujourd'hui. Oui, mais avec un élément quand même redoutable, c'est que jusqu'à maintenant, le modèle social français, très coûteux, on le sait, a servi d'amortisseur. Il a permis d'amortir les crises. Aujourd'hui, le modèle social français, il devient la raison de la colère. Parce que beaucoup de gilets jaunes disent, on en a marre. Finalement, ils disent la même chose qu'Emmanuel Macron. On en a marre de voir que ça coûte tellement d'argent et que ça ne produit rien. Et ça, c'est très dangereux. Une question pour terminer, pour élargir encore et puis terminer sur Emmanuel Macron. On a vu un certain nombre de dirigeants à l'international le chambrer un peu quand même cette semaine. Est-ce qu'il est affaibli sur le plan international et notamment européen, John ? C'est clair qu'une faiblesse chez soi va se traduire à un moment ou à un autre dans une faiblesse sur la scène internationale. Ce qui est d'autant plus dommage pour Emmanuel Macron, c'est qu'il s'est présenté depuis le début comme un pro-européen convaincu. C'était pendant les présidentielles, c'était vraiment le seul à prêcher les valeurs européennes. Et là, depuis son élection, il s'est montré très très fort contre les Orban et les Salvini, etc., les populistes qui essaient de mettre en question les valeurs européennes. Oui, en fin de compte, c'est dommage pour l'Europe si sa faiblesse en France ne lui permet pas de continuer sur ce chemin. Et on voit déjà, par exemple, des problèmes au niveau du budget, les mesures annoncées par Macron qui vont coûter 10 milliards d'euros. 10 milliards à peu près. Et qui risquent donc de lui mettre en problème avec les règles européennes sur le déficit budgétaire, etc. On pourrait largement développer ça aussi. Qui a déjà ces problèmes-là. Salvini, il a déjà remarqué pourquoi l'Italie doit subir les règles européennes. La France. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler. Pour conclure sur ce thème, l'acte 5 projeté par certains gilets jaunes est donc très incertain demain, samedi, après le discours d'Emmanuel Macron, dont on vient de parler, dans une atmosphère, et vous le soulignez tout à l'heure, Richard, assombrie par l'attentat commis cette semaine à Strasbourg et qui a fait 3 morts et 12 blessés. Je vous propose, et puis ça va bien enchaîner avec ce que vous disiez, de passer d'un pays en crise à un pays en crise, un saut par-dessus la Manche. Nous voici chez vous, John, au Royaume-Uni. Le Brexit feuilletonne, à chaque jour suffit sa peine. Voici un résumé de la semaine. Le Royaume-Uni est libre de révoquer unilatéralement la notification de son retrait de l'Union européenne, sans équivoque et sans condition, par une communication écrite au Conseil européen. Nous allons reporter le vote sur le Brexit prévu demain, afin de ne pas diviser la Chambre. Je suis étonné parce que nous nous étions mis d'accord le 25 novembre avec le gouvernement britannique.
toujours est-il qu'il semble y avoir des problèmes de fin de piste. La Première ministre a admis elle-même qu'elle ne négocierait plus. Alors, que fait-elle à voyager de capitale européenne en capitale européenne? Elle ne fait pas ses courses de Noël, j'en suis certain. Je ne vois pas comment elle pourrait continuer sans la confiance de la Chambre des communes. Son autorité est aujourd'hui très affaiblie. Le résultat du vote qui s'est tenu ce soir est que le parti parlementaire a confiance en Theresa May. Je reconnais l'importance de l'inquiétude de la Chambre des communes et c'est ce que j'expliquerai à mes collègues aujourd'hui. Madame May a conduit un combat vertueux, courageux, mais les résultats ne sont pas là. Je trouve assez inconvenable qu'au Royaume-Uni, il y ait cette impression que ce serait à l'Union européenne de proposer les réponses. Bon, on sent pointer aujourd'hui un petit agacement côté européen, John. C'est totalement compréhensible. Je pense que je veux dire que la Grande-Bretagne ne sait pas ce qu'elle veut. Et c'est pourtant, je veux dire, c'est pas à l'Union européenne de définir le Brexit et de s'arranger pour que ça devienne moins pénible pour la Grande-Bretagne en sortant. On reproche à Theresa May d'être arrivée à ce sommet. Bon, on l'a vu la semaine, un peu coincée quand même. Elle échappe la veille un vote de défiance. Elle arrive à Bruxelles et puis on la reproche d'être un petit peu vague dans ses propositions. Qu'est-ce qu'elle peut bien demander, puisque de toute façon, elle a en face d'elle des gens qui ne sont plus d'accord de négocier. Voilà, ce qu'elle cherche, c'est des assurances juridiques et politique sur ce fameux backstop sur l'Irlande qui va empêcher une frontière dure entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Or, l'Union européenne dit que le deal, l'accord qui a été signé il y a 2 semaines seulement à Bruxelles, souvenez-vous, ne peut plus être renégocié du tout. Donc, il y a très très peu de marge de manœuvre. Pourtant, ce vote de, comment on dit, de défiance, voilà, auquel elle a survécu lundi, dans ce vote de méfiance, 117, ça fait plus d'un tiers de son propre parti parlementaire a voté contre elle. Donc, elle n'a, pour l'instant, rien n'a changé. Elle n'a aucune chance de faire passer cet accord par le Parlement britannique. Donc, vote de défiance mercredi, elle y survit quand même. Et puis là, on arrive après un sommet européen, on se demande quand même ce qui va se passer. Brexit, pas Brexit, deal, no deal, comme on dit. Comment vous voyez ça, vous, Richard? Ce qui est quand même clair, c'est qu'il y a une grande partie de députés britanniques conservateurs qui veulent le chaos d'un non-accord. Et ça, je crois qu'il faut l'admettre. L'idée de ne pas avoir d'accord, avec toutes les conséquences dévastatrices au niveau du commerce que ça provoquera, notamment dans les régions frontalières françaises, c'est ce que veulent une partie des conservateurs britanniques. Ils veulent s'en aller, presque sans payer, sans négocier, au revoir. Et ça, d'un point de vue, je dirais, politique et moral, c'est juste inacceptable. Et moi, je suis extrêmement choqué qu'un grand nombre de députés britanniques veulent cela. Mathieu, vu de l'autre côté de l'Atlantique, vous êtes Canadien, ça apparaît quand même comme quelque chose de très brouillon. Je dirais que toute rupture avec une organisation comme l'Union européenne, ou plus largement, lorsqu'un État décide de faire sécession, on n'est pas dans une dynamique de sécession, mais il y a une forme d'analogie possible, ça ne se fait pas avec une musique d'ascenseur en toile de fond. On ne rompt pas avec une organisation comme l'Union européenne en espérant que tout se passe à la manière simplement d'une négociation juridique tranquille entre partenaires de bonne foi. Lorsqu'on décide de rompre, de restaurer sa souveraineté, ce qui est l'enjeu du Brexit pour l'essentiel, il faut accepter qu'il y ait inévitablement une période, je dirais pas de chaos, mais de turbulence. Cette turbulence est inévitable. Et qui croit qu'elle ne viendra pas, ne vit pas dans le monde politique. Ensuite, reste à voir si, derrière tout cela, les Britanniques vont aller jusqu'au bout. C'est la question qu'on se pose encore aujourd'hui. La tentation est forte dans certains milieux de prendre prétexte de toutes circonstances pour dire il faut stopper le Brexit, c'est terminé maintenant. Et Theresa May, néanmoins, garde le cap en disant nous allons sortir, reste à voir dans quelle modalité. Et je pense que ça demeure une forme de respect d'un choix démocratique important. Ça pose un problème démocratique, puisque les Britanniques ont voté. Mais voilà, les Britanniques ont voté, et je pense que le respect de la souveraineté nationale et populaire dans les circonstances ne devrait pas être considéré comme un détail.
Non, mais là, je suis d'accord. Je pense qu'un deuxième référendum ou le non-Brexit, ça serait catastrophique pour la démocratie. Le grand problème, c'est que le forme de Brexit que Theresa May a choisi, c'est-à-dire le Brexit le plus dur possible, implique que la Grande-Bretagne doit choisir, ou le gouvernement plutôt, doit choisir entre deux options. Soit abandonner les promesses politiques complètement folles, en fait, faites par les Brexiteurs, mais quand même des promesses politiques, écrites sur le côté du bus, fameux bus, etc., ou bien de ne plus, comment je veux dire, de ne plus avoir de Brexit du tout et de casser le no-Brexit, on va y revenir. Je veux y réagir très fort, Elisabeth. On finit par penser qu'il n'y aura pas de Brexit, c'est-à-dire que ça ne veut plus rien dire. Maintenant, moi, ces histoires de respect de la souveraineté démocratique, il arrive dans l'histoire que les peuples votent contre eux-mêmes. Enfin, de ce qu'on peut appeler voter contre eux-mêmes. Il y a beaucoup de dictateurs qui sont arrivés au pouvoir par un vote populaire. L'erreur est politique au départ, et le plus grand responsable, c'est Cameron, qui aurait jamais dû organiser. David Cameron, ancien Premier ministre, qui a essayé de sauver sa peau. Il y a des moments dans l'histoire où il ne faut pas organiser de référendum. Des moments où il ne faut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Je me tourne vers le Suisse quand même aussi, puisque c'est une question référendum, démocratie. Il ne se passera rien. Alors, référendum, démocratie, et le fait que la Suisse, comme vous le savez, n'est pas dans l'Union européenne. Mais tout de même, au fond, l'équation impossible de Theresa May, c'est qu'elle veut faire un Brexit dur avec un accord. Or, est-ce qu'un Brexit dur, c'est possible avec un accord ? Peut-être qu'on est en train de se rendre compte que Brexit dur, c'est pas d'accord. C'est une confrontation et qu'il faut l'accepter. C'est ce que disent une partie des conservateurs. Elle essaye de concilier les contraires. Le choix, ce que j'essayais de dire avant, c'était ce choix entre les promesses politiques très très folles et le besoin en fait d'encaisser vraiment un grand coût économique. Je veux dire, un Brexit très dur ou un no deal Brexit, ça implique, c'est que ça serait catastrophique économiquement. Et voilà, donc c'est évident que le gouvernement n'arrive pas à choisir. C'est évident que ça rend les négociations quasiment impossibles et que c'était inévitable qu'on arrive à ce point-là. Richard. Moi, je suis étonné d'une chose, et c'est encore une fois un Suisse qui parle. Vous savez, dans la vie quotidienne, quand il y a un divorce, et un divorce au tort d'un seul des membres du couple, eh bien, il y a une manière de le gérer, c'est qu'il faut payer. À ce moment-là, est-ce que la solution, ce ne serait pas que le Royaume-Uni paye beaucoup plus que les 50 milliards prévus, et à ce moment-là, pas d'accord, mais le carnet de chèques. Mathieu. Cela dit, je pense qu'il faut éviter d'avoir une politique punitive à l'endroit des Britanniques pour les punir d'une certaine manière du vote qu'ils ont fait, de leur choix de sortir de l'Union européenne. C'est un choix qui est légitime. On peut ne pas l'apprécier, mais c'est un choix légitime, à moins que l'Union européenne soit à ce point marquée d'une forme d'onction sacrée qu'une fois qu'on y est engagé, on n'a plus le droit d'en sortir. C'est un choix légitime, mais le problème, c'est que ce choix n'était pas accompagné par une compréhension qu'il y aurait nécessairement un coût. Mais ça, je crois que les Anglais n'acceptent pas qu'il y aura. Mais je crois qu'en politique, inévitablement, tous les camps font de la propagande. C'est-à-dire, quand on a entendu pendant la campagne du Brexit que si on sort de l'Union européenne, alors là, ça va être des troubles qui rappellent les pires heures du XXe siècle, ça aussi, c'était de la propagande. Donc, en politique, inévitablement, la politique n'est pas un exercice de vérité. Il faut espérer ensuite que ce ne soit pas pur mensonge. Mais que tous les camps exagèrent leurs arguments, c'est pas surprenant. Mais ce qui est certain, c'est que malgré tout, il y a eu un vote qui a été pris et qui est respectable. Et voilà pourquoi, quant à moi, la souveraineté populaire ou nationale n'est pas quelque chose qu'on peut traiter comme une catégorie résiduelle ou secondaire. Il faut la respecter. Sinon, qui sommes-nous pour décréter que le peuple sur cette question ne devrait pas se prononcer? À tout le moins, j'aimerais être sur le comité qui permet de décider si oui ou non le peuple vote sur telle ou telle question. Je vous laisse répondre, Elisabeth. Pardon, dans l'histoire, il y a eu des peuples qui ont mis des dictateurs au pouvoir. Je vous rappelle 1933. On peut parfaitement contester. Toute réduction est pleine dans les circonstances fait déraper le débat. Elisabeth. C'est pas réduction ad iterum. C'est pas ça que je dis. Je donne un exemple, et c'est arrivé. C'est arrivé aussi là au Brésil. C'est très fréquent
que des dictatures arrivent par la démocratie. Donc, le problème, c'est de réfléchir, en effet, d'avoir aussi des garde-fous contre ça. Je vous dis franchement, il n'aurait pas dû faire un référendum dans ces conditions, parce que le peuple peut voter de façon catastrophique. On va revenir maintenant on a des contrepoids pour éviter ça. À 2018, voire même 2019. Alors, le journalisme n'est pas un art divinatoire, on est bien d'accord, mais là, on est tous en train de s'interroger. Est-ce qu'il y aura un Brexit, près de Brexit? On a vu que la Cour de justice européenne, cette semaine, a ouvert la porte vers un retrait du Brexit. Qu'est-ce qui peut se passer? Quels sont les scénarios possibles, avec une date à avoir en tête, le 21 janvier, John? Avant le 21 janvier, c'est clair qu'il doit y avoir un vote dans la Chambre des communes sur l'accord de sortie signé il y a 2 semaines. Et ce qui est clair aussi, c'est que pour l'instant, Theresa May est très, très, très loin d'avoir une majorité parmi les députés pour cet accord. À ce moment-là, vraiment, tout est possible, tout est envisageable. C'est parfait. Il pourrait y avoir un deuxième référendum, mais si deuxième référendum il y aura un gros débat sur la question. Est-ce que ce sera ce deal ou aucun deal? Est-ce que ce sera ce deal ou Remain? Est-ce que ce sera... Je veux dire, tout est possible. Il pourrait très bien avoir, je pense, si elle perd de façon vraiment significative ce vote, il pourrait très bien avoir un vote de méfiance dans la Chambre des communes, dans le Parlement, contre elle, mené par l'opposition. Ce serait la fin de Theresa May et de nouvelles élections. Et il pourrait tout aussi avoir un no deal Brexit, c'est-à-dire qu'on sort le 29 mars 2019 sans accord, avec toutes les conséquences que ça a. Et donc le Brexit, vous venez de rappeler la date, c'est le 29 mars prochain. C'est vrai que ça fait dans quelques semaines, on peut dire ça, quelques mois, quelques semaines. Eh ben, on en reparlera, ça c'est sûr. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosque. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec l'historienne de la psychanalyse, Elisabeth Rodinesco, John Henley du Guardian, Richard Verly du Temps, et avec le sociologue et essayiste Mathieu Bock-Côté. C'est par un simple coup de marteau que le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières a été adopté lundi, un texte de l'ONU devenu controversé. Une quinzaine de pays ont fait part de leur retrait ou du gel de leurs décisions sur ce texte pourtant non contraignant. Alors que dit exactement ce pacte ? 2 ans de négociations, 41 pages au total. Premier élément d'importance, ce texte n'est pas contraignant. La souveraineté des États y est mise en avant 2 fois. Moreover, it is not legally binding. It is a framework for international cooperation, rooted in an intergovernmental process of negotiation in good faith, that specifically reaffirms the principle of state sovereignty, including, and I quote, the sovereign rights of states to determine their national migration policy. Ce pacte a donc été adopté ici à Marrakech. Selon ce texte, les migrations sont inévitables. Il faut donc qu'elles soient régulées et sécurisées. The compact only reaffirms that migrants should enjoy human rights. More than 60,000 migrants have died on the move since the year 2000. And this is a source of collective shame. On retrouve dans le pacte 23 objectifs, entre autres plus de communication entre États pour rapatrier plus facilement les personnes refoulées d'une part, éviter à tout prix l'enfermement des migrants d'autre part. Le texte adopté à l'unanimité est équilibré, fruit de négociations entre plus de 150 pays, un catalogue de bonnes intentions, mais pas beaucoup plus. Un catalogue de bonnes intentions, mais pas beaucoup plus. Est-ce qu'on peut dire que ce texte est devenu une machine à alimenter les fantasmes, Mathieu ? Non, en fait, je crois qu'il y a des craintes très légitimes par rapport à ce texte. On nous dit ce n'est pas contraignant. Moi, c'est un argument qui me fascine. Ce n'est pas contraignant, mais il faut absolument le signer. Donc, si ce n'est qu'un texte moral, il faut quand même choisir lequel des 2 arguments est le bon. Deuxièmement, il y a quelque chose qui me semble très important, c'est que ça pose les bases philosophiques, normatives d'un droit de la migration. Il y a des étapes. Le plus bel exemple de cela, c'est lorsque là, nos pays, d'une manière ou de l'autre, disent qu'il faut prendre cette décision. Et là, on dit non, c'est pas possible. Nos engagements internationaux nous interdisent une telle décision. Donc ça, ce que j'en sais, ces engagements ont rarement été soumis au peuple d'une manière ou de l'autre. Autre élément, peut-être le plus important, je crois, c'est dans la volonté de contrôler explicitement la parole médiatique. Lorsqu'on nous dit, dans ce texte, il faut cesser de soutenir les médias racistes, intolérants, xénophobes. Bon,
en tant que tel, spontanément, on est favorable à ça. Mais le problème, c'est quand on sait l'utilisation qui est faite de ces termes, racisme, intolérance, xénophobie, pour assimiler ça à la critique du multiculturalisme, de l'immigration massive, de la discrimination positive, on est devant une volonté de rétrécir l'espace du disciple, l'espace de la parole publique légitime autour de la question des migrations. Et en dernière instance, on cherche à diminuer le plus possible la distinction entre le citoyen et celui qui ne l'est pas, entre le migrant illégal et l'immigrant illégal. Alors devant cela, je pense qu'on peut être pour ou contre le pacte, mais qu'on ne vienne pas nous dire que c'est une forme d'adhésion naturelle, un pacte moral qui devrait nous engager spontanément. Je pense qu'il y a de bonnes raisons de s'inquiéter. Ensuite, on peut être pour ou contre, c'est une autre question. Richard ? Quelquefois, les diplomates, et on l'a vu dans le cas de l'Union européenne, ont tendance à prendre leurs rêves pour des réalités et à vouloir mettre leurs rêves dans des textes pour qu'après, on puisse y faire référence. C'est quand même quelque chose, là je suis d'accord, qui est très fréquent. Dans ce cas précis, énormément de bonnes intentions et de nécessité morale. Est-ce que c'était le moment de le faire adopter de cette manière-là? J'ai de vrais doutes. Je me demande si ce n'est pas une machine diplomatique qui peut être utilisée par ceux qui combattent l'immigration en disant « vous voyez, on cherche à nous imposer quelque chose dont les peuples ne veulent pas ». C'est quand même un jeu dangereux. Sous-entendu, est-ce qu'il n'y a pas une instrumentalisation? Je ne crois pas qu'il y ait une instrumentalisation au départ. Il y a sans doute de la bonne foi de la part de ceux qui l'ont écrit. On est quand même... Mais là, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une en train de commémorer l'anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme après la Seconde Guerre mondiale. Il est normal de réaffirmer les droits des migrants, mais quelquefois, des textes normatifs ne sont ni appropriés ni au bon moment. Elisabeth. J'ai envie de dire que s'il n'y a plus du tout de bonnes intentions, s'il n'y a pas d'utopie qui ne marche pas, alors on va être réduit à quoi ? À la gestion de la normalité quotidienne, c'est la chose la plus ennuyeuse. Je trouve que ce pacte était plein de bonnes intentions, ça marche pas. Mais qu'est-ce que l'histoire, qu'est-ce que notre histoire, qu'est-ce que l'histoire des êtres humains, si c'est pas l'histoire de choses qui marchent de temps en temps puis qui marchent plus? On est quand même dans une grande période de turbulence mondiale et je crois, on l'a vu avec le Brexit, puisque c'est, enfin quand même, on ne sait pas où on va. Bon, mais on essaye d'y aller. Moi, j'ai quand même un sentiment toujours un petit peu d'optimisme. Je pense que quand on essaye d'aller quelque part où il y a de bonnes intentions, je trouve que ce pacte est plein de bonnes intentions. D'accord, ça ne marche pas, on recommence. Sur l'instrumentalisation, John, c'est clair que quand on entend... Alors, juste pour repréciser deux, trois choses. Donc, cette idée est née au moment de la crise migratoire en 2015. On est 3 ans plus tard. En juillet, le pacte et l'initiative est approuvée par 191 États. Plusieurs pays se sont retirés. Un certain nombre d'entre eux, une dizaine en Europe. Sur la question de l'instrumentalisation à quelques 6 mois des élections européennes, c'est des choses qu'on a pu lire. Est-ce que vous y croyez ou pas? Par une certaine partie, un certain nombre des partis politiques européens, absolument. Je pense que quand on entend Marine Le Pen à Bruxelles en compagnie de Steve Bannon parler d'un pacte avec le diable, ça c'est une instrumentalisation. Je ne pense pas qu'on peut, on peut le nier. Mais ce qui reste vrai, c'est que, et tous les sondages le montrent, et toutes les élections qui ont eu lieu en Europe depuis la crise migratoire de 2015 le montrent, l'immigration massive, c'est le plus grand souci de beaucoup d'Européens. On va partir vers un exemple concret avant de reprendre la discussion en plateau. Le pacte a eu pour conséquence de faire voler en éclats le gouvernement belge. Les nationalistes flamands, des partenaires clés dans la coalition du Premier ministre, ont claqué la porte. Charles Michel n'a pas cédé aux exigences de la NVA qui a refusé de soutenir le texte de l'ONU. Et on retrouve depuis la rédaction de la RTBF notre confrère Pierre Marlet. Bonjour Pierre, merci beaucoup d'être avec nous. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale en Belgique, une crise gouvernementale n'est pas liée à des raisons communautaires ou socio-économiques, mais à des valeurs. Expliquez-nous. Mais oui, c'est peut-être un signe du temps, à quelque part, en vous entendant d'ailleurs autour de ce plateau. Eh bien, ce qui est dit autour de ce plateau fait écho au débat interne qui a eu lieu au sein du gouvernement et en Belgique. Alors, en clair, que s'est-il passé? Charles Michel, au mois de septembre, avait dit qu'il allait signer cet accord. Et puis, entre-temps, eh bien, il y a eu un recul au sein de son gouvernement de la part des nationalistes du NVA qui, tout à coup, ne voulaient plus, n'était plus question de signer ce pacte. Charles Michel s'est raidi. Il y a eu un combat, si vous voulez, au sein de la coalition, entre les nationalistes flamands d'un côté, isolés, comme ils aiment être, seuls contre tous, face aux 3 autres partis qui forment
cette coalition qui sont plutôt de centre-droit. Et donc Charles Michel finalement est bien allé à Marrakech signer au nom de la Belgique l'adhésion à ce pacte. Charles Michel voulait être du bon côté, en quelque sorte, il l'a dit à Marrakech. Il a donc assumé le fait que les nationalistes flamands ont quitté le gouvernement. Et donc on a une situation politique incertaine en Belgique où on a un gouvernement minoritaire sans donc les nationalistes flamands. Est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas tant la politique intérieure de la Belgique que son positionnement en Europe qui s'est joué ? Alors oui et non. Donc effectivement, il y a une question de positionnement, c'est clair, sur le plan international. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui a tout déclenché, en fait ? C'est l'Autriche qui, à fin octobre, a été le premier pays à dire finalement, on n'est plus d'accord, nous, de signer ce pacte. Et en faisant ça, l'Autriche a ouvert la voie à toute une série d'autres pays, plutôt d'Europe de l'Est. Et donc, Charles Michel n'a pas voulu suivre ce côté-là. Tous les pays voisins de la Belgique allaient adhérer à ce pacte et donc la Belgique a voulu être de ce côté-là. Donc ça, en ce sens, c'est bien un positionnement international, mais aussi un positionnement interne. Parce que si Charles Michel avait reculé, il serait apparu aux yeux de l'électorat francophone comme une marionnette de la NVA, comme quelqu'un qui accepte tout ce que les nationalistes flamands veulent. Et ça, à 6 mois des élections, c'est vraiment pas bon. Alors, on va y venir justement d'un mot encore. Le paysage politique complexe de la Belgique n'est pas exactement réputé pour sa stabilité. Devoir gouverner sans majorité parlementaire, ça va être compliqué. Est-ce que le Premier ministre peut tenir 6 mois encore jusqu'aux élections, les prochaines élections, qui sont belges et européennes ? Oui, parce que donc, le 26 mai, on votera dans toute l'Union européenne pour les élections européennes, mais la particularité de la Belgique, c'est qu'à ce scrutin européen, s'ajoutera un scrutin régional, on votera donc pour les régions flamandes, wallonnes et bruxelloises, et scrutin fédéral, donc on vote pour tout. Alors, est-ce qu'il est raisonnable d'aller aux urnes une première fois au mois de janvier-février, et puis de remettre ça 3 mois plus tard ? La plupart des politiques, majorité comme opposition, trouvent que non. Quelque part, c'est ce qui sauve Charles Michel. Sauf qu'il est donc, comme vous l'avez dit, minoritaire. Alors en Belgique, on n'a pas trop l'habitude d'avoir des gouvernements minoritaires qui tiennent longtemps. Ça se passe dans certains autres pays. Pas chez nous, en général, ça ne dure que quelques mois. Par contre, il y a un truc qu'on sait très bien faire, c'est un gouvernement en affaires courantes. Rappelez-vous, on a le record mondial avec 540 jours. Donc, il est fort possible que la semaine prochaine, finalement, Charles Michel soit contraint d'aller au Parlement, de demander une majorité, qu'il ne l'obtienne pas et qu'on arrive finalement à un gouvernement d'affaires courantes et que finalement, on aille voter seulement au mois de mai. Tout ça est assez compliqué. Les Belges ne s'y retrouvent pas eux-mêmes. Donc, au niveau international, je crois qu'on a un petit peu du mal à comprendre exactement notre fonctionnement. Mais pour voir clair, il faudra attendre, à mon avis, les prochaines élections. Et vous le savez, comme toujours, c'est votre humour aussi qui vous sauve, mon cher Pierre. Merci pour cette analyse depuis Bruxelles. Et puis, je vous donne rendez-vous, j'espère, très vite ici en plateau. Je voudrais qu'on conclue sur ce thème en mettant en miroir 2 textes. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Richard. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Le 10 décembre 1948, il y a 70 ans à Paris, 50 États adoptaient la Déclaration universelle des droits de l'homme. Si l'Assemblée générale de l'ONU, au regard de ce qu'on a vu sur ce pacte migratoire, était amenée à voter pour ce texte, qui est un des textes les plus universalistes, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, 70 ans plus tard, il serait adopté ? Oui, je ne sais pas, mais je pense que c'est peut-être ce qu'il aurait fallu faire. En l'occurrence, c'était peut-être ça, la motion qu'il aurait fallu faire pour la célébration de la Déclaration des droits de l'homme, c'est la faire re-signer et revoter. Ça aurait peut-être eu plus d'impact que ce pacte sur l'immigration. Mathieu ? Évidemment, les droits de l'homme sont un principe fondamental de nos démocraties occidentales et plus largement. Cela dit, je crois que certains droits doivent être réinterprétés aujourd'hui à la lumière du nouveau contexte mondial dans lequel nous nous trouvons. Le droit d'asile, le droit des réfugiés ne peut plus se penser de la même manière à l'époque où il concernait des milliers de personnes et aujourd'hui où il peut concerner potentiellement des millions de personnes. Nos sociétés ne sont plus préparées à accueillir de telles vagues migratoires qu'elles se présentent sous le nom d'ailleurs de l'asile ou autre chose. Donc évidemment, les principes fondamentaux des droits de l'homme doivent être conservés, maintenus, actualisés, mais on doit tenir compte aussi du contexte dans lequel on veut les appliquer aujourd'hui. Et je trouve qu'autour de la question des migrations, justement, on ne sait plus exactement comment les traduire intelligemment. Elisabeth ? Je pense qu'il faut les maintenir tels qu'ils sont et que le changement ne doit pas être dans les textes et certainement pas quand ils ont ce pouvoir d'universaliste et que le changement doit être dans la politique. C'est 2 ordres très différents. C'est-à-dire que si on lâche sur des principes universalistes, on risque de lâcher sur le reste. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas négocier
en fonction de ce qui se passe dans le monde actuel. Et qui peut s'adapter à Tout des circonstances différentes, comme le soulignait Mathieu. Les grands textes fondateurs, il faut les maintenir. John, je vous laisse conclure. Pour répondre à vos questions, je ne sais vraiment pas. Je pense qu'il est clair que l'immigration est à peu près le sujet le plus toxique de notre époque. Névrose contemporaine, vous irez jusque-là? Depuis quelques années. Je vous tends des perches. Hein. Non, vous tendez celle-là plutôt qu'une autre. Inquiétude légitime aussi, peut-être. John? Non, mais je vous redonne la parole. Non, je vous en prie. Mais je sais pas si le texte que vous venez de lire serait signé aussi, ce serait voté si c'était présenté aujourd'hui. Alors, c'est ma question. Signé, pas signé, vous pensez qu'il le serait ou pas? Et on refait un rapide. Je ne sais pas, parce que l'analyse politique, c'est pas Madame Soleil. Je ne sais pas. Richard? La difficulté, encore une fois, pour l'ONU en ce moment, c'est de réaffirmer sa légitimité internationale à travers des sujets de société importants comme celui-ci. Et on voit que c'est très difficile parce que, par ailleurs, il y a un procès de l'ONU en légitimité qui est instauré par un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement. Mais on peut, par ailleurs, je crois, s'inquiéter légitimement de cette inflation du droit international, de cette réduction de la souveraineté des États. Parce qu'en dernière instance, la démocratie exige un cadre national pour s'incarner concrètement. Et plus on dépossède les États de leur souveraineté nationale, plus l'espace de la démocratie se réduit, se rétrécit, se rabougrit. Et ça alimente paradoxalement les populismes dont on se désole, de l'émergence, de la progression. Le populisme est une réponse, paradoxalement, à la dépossession démocratique des nations occidentales et européennes. Donc, de ce point de vue, je crois que la souveraineté nationale n'est peut-être pas un principe qu'on devrait sacrifier aussi facilement. Rapidement. Juste un point. Ça veut dire que la démocratie suffit jamais et qu'il faut en plus un état de droit. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que ça ne suffit pas. Moi, je voulais juste aussi rajouter à ce que vous venez de dire que je pense que la Grande-Bretagne, en ce moment, est en train de découvrir que la pure souveraineté nationale n'existe plus au XXIe siècle. C'est ça. Bon, en tout cas, ce qu'on constate, c'est que c'est vraiment un des sujets de fond. C'est un des sujets de fond de l'époque. Évidemment, on aura l'occasion d'en revenir dans Kiosque. Je précise que l'ultime vote de ratification du pacte migratoire aura lieu mercredi à l'Assemblée générale de l'ONU. La fin de l'année approche, l'heure du bilan et des distinctions. Dans son édition annuelle consacrée aux personnalités de l'année, le magazine américain Time sacre les gardiens et la guerre pour la vérité des journalistes qui ont marqué 2018. On va terminer avec ça. Time, cette année, divise sa couverture en 4 pour des journalistes menacés dans leur pays. Le magazine titre The Guardians, les gardiens et la guerre à la vérité. Le premier hommage est pour Jamal Khashoggi, ce Saoudien assassiné et disparu au consulat de son pays à Istanbul. Il décrivait dans le Washington Post toutes les dérives brutales et les violations du régime dirigé par le prince héritier Mohammed bin Salman et soutenu, malgré les preuves, par le président Donald Trump, au nom des intérêts économiques américains en Arabie Saoudite. La deuxième image, c'est celle des journalistes du Capital Gazette, ce quotidien d'Annapolis au Maryland, où en juin dernier, un homme a abattu 5 de ses journalistes. L'assassin en voulait au journal pour avoir apporté ses démêlés avec la justice pour le harcèlement d'un camarade de classe. La Philippine, Maria Ressa, documente dans son journal web Rappler la guerre aux narcotrafiquants et les exécutions extrajudiciaires commises par le régime du président populiste Rodrigo Duterte. Elles ont fait 12 000 victimes depuis un an, selon Human Rights Watch. Le Rappler est poursuivi pour fraude fiscale et Maria Ressa risque 10 ans de prison. Au Myanmar, ce sont 2 jeunes reporters de l'agence Reuters, emprisonnés pour avoir apporté la mort de 10 membres de la minorité musulmane Rohingya. Kyaw Soe Oh et Wa Lone ont été condamnés à 7 ans de prison, les assassins à une peine de 10 ans de prison. Le magazine souligne que de plus en plus, à travers le monde, et aussi aux États-Unis, la vérité est menacée, mais qu'il reste malgré tout des journalistes pour la défendre. Un mot sur ce choix de Time, Richard? Bravo. Oui. Très bonne initiative, très bonne couverture. Moi, il se trouve que je connais personnellement Maria Ressa. Alors tout de même, un mot, elle n'est pas complètement journaliste aujourd'hui, elle est activiste, elle est engagée dans un combat politique. Donc on a là 2 types de journalistes, parce que les journalistes de Reuters, agence d'information, ils ont fait leur boulot, ils ont obtenu une information. Dans le cas de Khashoggi, de Maria Ressa, on était dans des journalistes qui voulaient être dans le champ politique. Donc, mais quand même une alerte sur le journalisme en danger. Je vous ai demandé à tous de me dire qui est pour vous la personnalité 2018. Vous retenez-vous Boris Johnson, ex-maire de Londres, ancien ministre des Affaires étrangères de Theresa May, militant de la première heure d'un Brexit dur. Et vous le trouvez emblématique, en fait. Et aussi ancien journaliste.
Et je pense qu'il devrait en fait avoir une loi contre les journalistes, ou plutôt surtout les chroniqueurs qui veulent rentrer dans la politique. Parce que les chroniqueurs, qu'est-ce qu'ils veulent ou qu'est-ce qu'ils proposent? Ils proposent des solutions simples à des problèmes complexes. Ils aiment bien les titres accrocheurs, etc. etc. Et Boris Johnson, c'est vraiment tout ça. Il est emblématique d'une nouvelle homme politique. Il est emblématique d'un genre d'homme politique qui devient vraiment problématique en ce moment, c'est-à-dire l'homme ou la femme politique qui n'a aucun respect pour les faits, pour les évidences, qui ment. Mathieu, vous avez choisi un polémiste bien connu en France pour les controverses qu'il suscite, Éric Zemmour. Pourquoi ce choix? Pour une raison toute simple, en fait, c'est qu'il est devenu, malgré lui, à bien des égards, le symbole de la possibilité ou non de débattre en démocratie. Il ne s'agit pas d'être d'accord ou non avec lui, mais je m'inquiète, quant à moi, de la disqualification morale des adversaires, de l'hystérisation autour d'un nom, le fait que Zemmour n'est plus un interlocuteur, mais un phénomène de société. C'est un phénomène d'inquiétude, le refus de discuter, le fait de le diaboliser, de le transformer en infréquentable. Et quant à moi, la démocratie consiste justement être capable de débattre entre gens qui sont en désaccord fondamentalement sans pour autant se transformer mutuellement en infréquentables. De ce point de vue, il est représentatif, je crois, de la transformation du débat politique français aujourd'hui. Et ça répond peut-être un peu à ce que vous disiez. Elisabeth, le 26 mai de cette année, il escaladait 4 étages d'un immeuble parisien pour sauver un garçonnet de 4 ans agrippé à un balcon, un héros en France. Et votre personnalité 2018, c'est Mamoudou Gassama. Oui, dans le monde en état de catastrophe. J'aurais choisi Khashoggi, mais oui, parce que j'ai trouvé que c'était l'acte héroïque pur, c'est-à-dire de quelqu'un qui ne sait même pas pourquoi il fait cet acte, mais qui le fait. Ça me fait penser d'ailleurs aux résistants. Quand on leur demandait pourquoi vous êtes entré dans la résistance, ils disaient je ne sais pas. C'est comme ça, voilà. Et là, on a en effet cet acte. Tout le monde l'a salué, pourquoi pas. Saluons-le encore une fois. Richard, on termine avec vous et ça boucle la boucle de l'émission. Vous choisissez, vous, le gilet jaune inconnu. Oui, parce que si vous vous souvenez, lorsqu'il y a eu ce samedi terrible avec les violences sous l'Arc de Triomphe, la destruction d'une partie d'ailleurs des motifs de l'Arc de Triomphe, il y a un gilet jaune qui est intervenu pour sauver ou pour protéger un CRS qui était en train d'être agressé par des casseurs. Et je trouve que c'est une très belle image. Ce gilet jaune était en colère, il était à l'Arc de Triomphe, il voulait que sa colère soit entendue et en même temps, il n'a pas franchi le cap de la violence. Donc chapeau, c'est cette image qu'on doit reconnaître de la révolte actuelle. Vous voulez rebondir, Elisabeth, vraiment d'un mot? Je voulais rebondir. Monsieur Éric Zemmour a fait l'éloge du maréchal Pétain. Il a dit que le maréchal Pétain avait sauvé les Juifs français. Il l'a écrit, il l'a dit. Et moi, pour moi, cette France-là, le maréchal Pétain, c'est l'abjection. Et ce choix est inadmissible. Bon, je me passerai de votre permission, pardonnez-moi. Deuxièmement, je ne réduirai jamais Zemmour au portrait que vous venez d'en faire. Et troisièmement, justement, ce besoin... Alors moi, j'exprime simplement une préférence. Et si je dis voilà pourquoi, et tout de suite, on me corrige, contravention morale, vous n'avez pas le droit, c'est inadmissible. C'est la France de Vichy. Non, mais c'est pas ça la question, évidemment. Si. Mais tout ça pour dire que le débat public, me semble-t-il, doit justement s'enrichir du refus de la diabolisation. Je crois qu'on a un bel exemple ici. J'ai diabolisé personne, j'ai dit ce qu'il avait lui-même dit et écrit. Et un personnage qui est très controversé, effectivement, on l'a bien compris. Je vous propose qu'on termine de façon un petit peu plus apaisée, avec un sourire. Ce n'est pas la semaine de dilemme, c'est l'année de dilemme. On va revenir un petit peu en arrière. Regardez, 18 mars, l'élection présidentielle en Russie, un 4e mandat, et dès le premier tour pour Vladimir Poutine aux affaires depuis 18 ans. C'est donc devenu pour la population Vladimir routine. 12 juin, le sommet très attendu entre Kim Jong-un et Donald Trump. Il a sa tête des mauvais jours, constate le président américain face à une ogive nucléaire nord-coréenne. Bon, finalement, on s'en souvient, ils sont devenus copains, ces deux-là. 15 juillet, c'est la finale de la Coupe du Monde de football. La France est championne. Cocorico, nous dit ce coq, emblème du pays, en pondant un ballon rond. S'il y a des enfants qui nous regardent, je rappelle que ce sont les poules qui pondent. Le 2 octobre, le journaliste saoudien Jamal Khashoggi est assassiné. C'était un accident, dit Riyad. La géopolitique s'en mêle. Cette semaine encore, le Sénat américain a tenu le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman pour responsable du meurtre. Novembre et décembre, une fin d'année tendue en France, on en parlait tout à l'heure. Il fait aussi gilet pare-balles, demande ce manifestant, un gilet jaune entre les mains. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à Dilemme d'abord, merci à vous 4, merci à vous qui nous regardez. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve le 11 janvier de l'année prochaine.